Salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 11 décembre 2025 et notre cher ami, notre frère Pepe Escobar, est avec nous depuis l'OTAN Stan. Bon retour parmi nous, Pepe. NATO Stan. Welcome back. Well, Nima, it's a pleasure to salute you. Eh bien, Nima, c'est un plaisir de te saluer ainsi que notre public depuis non pas le cœur mais les poumons de l'OTAN Stan. Je me trouve à un endroit très stratégique. Je suis en Frioul, tout près des montagnes. Je suis dans une maison juste au pied des montagnes. J'y étais hier. Je suis allé en Autriche pour quelques soins thermaux, le terme inventé par les Romains, soit dit en passant, et un sauna. Donc je suis à environ 20 km de la Slovénie, où je me trouve maintenant, et à quelques 50 ou 60 km de l'Autriche où j'étais hier. Et je suis entouré de bases de l'OTAN, non seulement celles que tout le monde connaît, mais comme mes amis du Frioul me l'ont dit, de nombreuses bases souterraines de l'OTAN. C'est donc un territoire avancé de l'OTAN Stan. Beaucoup d'entre vous se souviendront que c'était la frontière, car la Slovénie faisait partie de l'URSS. Donc théoriquement, nous étions à 20 km de l'URSS. Aujourd'hui, nous sommes à 20 km de la Slovénie en tant que pays indépendants, évidemment saturés de bases de l'OTAN. Et le Frioul, ils y ont leur part. Et ils ont aussi leur part chez nos voisins ici à Trieste et Zmenev, où j'étais il y a quelques jours pour l'une des conférences liées à mon dernier livre. J'aimerais avoir mon livre ici pour vous le montrer, mais je l'ai laissé en bas. Bon, nous y reviendrons dans un instant, car ça fait partie de tout le contexte. À Trieste, mes interlocuteurs étaient très bien préparés, démocratiques, des personnes très, très importantes, pas woke. Chaque fois que je suis allé à Trieste, il y a 1 an et demi pour une autre conférence, et cette fois encore, on m'a expliqué en détail comment l'OTAN veut militariser le port de Trieste. Ainsi, Trieste deviendrait le port clé de l'OTAN dans le cadre du projet Intermarium, ou Trimarium si vous préférez, les 3 mers, la Méditerranée, la Baltique et la mer Noire, que l'OTAN, bien sûr, souhaite transformer en un Intermarium de l'OTAN. Ils veulent contrôler ces 3 mers. Et évidemment, qui perdrait dans cette proposition? La Russie. On m'a expliqué en détail à quel point la militarisation du port de Trieste est un énorme problème. Bien sûr, je dirais que pratiquement toute la population de Trieste y est opposée. Mais ils n'ont pas leur mot à dire dans cette affaire. Et Trieste, beaucoup d'entre vous s'en souviendront, les progressistes là-bas l'appellent aujourd'hui le territoire libre de Trieste, ce qui est magnifique. Ils ont même un drapeau. Et ils se souviennent de l'époque où ils faisaient partie de l'Empire austro-hongrois. Ils gardent un souvenir affectueux de l'Autriche, car celle-ci avait une approche non interventionniste envers Trieste. Trieste était véritablement un territoire indépendant, un territoire libre, avant d'être annexé à la République italienne. C'était fascinant, car lors de notre conférence, certaines personnes venaient d'Autriche. Notre conférence était formidable, car je parlais de mon livre « Il secolo multipolare », le siècle multipolaire. Et mes amis à la table de Trieste parlaient de l'avenir de Trieste et de l'avenir de l'Italie en tant que colonie de l'OTAN, ce qui est bien sûr inquiétant. Et tout au long des conversations que j'ai eues depuis le début du mois de décembre, c'était fascinant. Nous sommes allés à Udine, près de l'endroit où je me trouve actuellement en Frioul. Nous sommes ensuite allés à Trieste, puis à Bologne, qui a été extrêmement progressiste depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, traditionnellement appelée Bologne-la-Rouge. Puis bien sûr, Turin, où nous avons tenu une conférence remarquable à Ivrea, la terre d'Olivetti. Le lendemain, nous avons eu droit à une visite guidée exclusive de 8 heures du complexe Olivetti, ce dont nous devrions un jour faire un podcast. Nima. Olivetti, beaucoup d'entre vous dans notre public s'en souviendront, parce que vous avez grandi avec une machine à écrire Olivetti, comme moi.
with an Olivetti typewriter like myself. It was the most extraordinary experiment of C'était l'expérience la plus extraordinaire de socialisme à l'échelle de l'usine, et en fait, d'humanisme industriel à l'échelle mondiale. Ils ont été un empire mondial pendant un certain temps. Puis Olivetti a été détruite par les Italiens eux-mêmes. Olivetti a été annexé par TIM, le géant des télécommunications en Italie, dirigé par Carlo De Benedetti. Et ils n'ont cessé de réduire Olivetti parce qu'elle était trop dangereuse pour les élites italiennes et pour les élites européennes. Pouvez-vous imaginer une expérience où l'ouvrier est traité comme un véritable être humain et où l'environnement de travail en témoigne? Nous avons visité des bâtiments industriels absolument remarquables, de véritables chefs-d'œuvre architecturaux. On y découvre un environnement réellement propice au travail. And you see an environment that is productive to work. Guess who copied what Olivetti did? Devine qui a copié ce que faisait Olivetti il y a des décennies. Apple a copié leur système de travail. Beaucoup de grandes entreprises technologiques en Californie ont copié la mentalité d'Olivetti, consistant à intégrer le travail et à traiter le travailleur comme un être humain. C'était donc extrêmement éclairant, surtout aujourd'hui. Le thème récurrent de ma tournée, et ce que j'ai entendu de mes interlocuteurs italiens, c'est à quel point ils se sentent désolés, abattus et déprimés face au fait que l'Italie est désormais devenue une néocolonie de l'OTAN et de l'Union européenne, et qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose pour changer cela. Ma réponse pour eux, venant de l'autre côté, est que nos discussions sont fantastiques partout, car pour expliquer la Russie, l'Asie du Sud-Est, l'Asie centrale et la Chine aux Européens, il faut inventer une nouvelle métaphore. You have to come up with a new metaphor. And the new metaphor is the Istanbul Wall. Et la nouvelle métaphore, c'est le mur d'Istanbul. Quand on franchit le mur d'Istanbul, on se retrouve soit en Eurasie, soit de retour dans l'Union européenne en plein effondrement, dans l'OTAN en déclin. Et je n'arrêtais pas de leur dire, les gars, regardez, vous vivez dans l'état-civilisation le plus important de l'histoire de l'Occident. Point final. C'est ici, en Italie. Le génie de l'Italie est incomparable partout en Occident. Donc, s'il y a la moindre chance, non pas de sauver, mais au moins d'essayer de modifier la dette future de l'Italie, que l'Union européenne et l'OTAN sont en train de provoquer, plongeant l'Europe dans ce gouffre noir, la solution ne pourrait venir que d'un seul endroit. C'est ici, en Italie. C'est fou. It's here in Italy. So it's crazy. It takes a foreigner to tell Italians that they have it all. Il faut qu'un étranger dise aux Italiens qu'ils ont tout et qu'ils n'en profitent pas. Ce n'est pas leur faute. C'est parce que la poigne de ce système OTAN, ou popomé, kafkaïen, post-orwellien sur eux est, disons, de fer. Il faut donc une entité plus grande que nature pour briser ces chaînes. Avant de te parler, Nima, j'écrivais une chronique sur mes voyages et j'ai trouvé une image pour illustrer l'état de l'Italie aujourd'hui. C'est une peinture de Botticelli, Pallas et le Centaure, qui se trouve à la Galerie des Offices. C'est l'une des œuvres les plus extraordinaires de Botticelli, où l'on voit Pallas Athéna, ou Minerve, la déesse du savoir, très très importante, saisir le centaure, la bête, par les cheveux, disons. Et c'est une métaphore néoplatonicienne très importante. A very important Neoplatonic metaphor. She's not only convincing the beast that she has. Elle ne se contente pas de convaincre la bête qu'elle possède le savoir, qu'elle détient le pouvoir de la rhétorique, qu'elle a des dons de persuasion, mais elle montre à la bête, regarde, si je veux, je peux, tu sais, te trancher en 2 ou 3 avec ma pique. Et dans la peinture de Botticelli, on voit la déesse, on voit le centaure, et à côté de la déesse se trouve une pique. Elle peut la saisir quand elle veut, et détruire le monstre. C'est un thème de La Belle et la Bête. Mais de nos jours, on peut lire ce que Botticelli a fait à la fin des années 1400, comme une métaphore de la civilisation italienne, terrassant cette construction artificielle qu'est l'Union européenne et l'OTAN. Et j'espère que mes lecteurs comprennent les implications de cette image et de cette métaphore.
Et les Italiens doivent croire qu'ils ont en eux la capacité de changer cela. Cela signifie une organisation de base. Cela signifie lutter contre la machine de Bruxelles. Par exemple, Nima, très impressionnant. Je suis arrivé à Florence, où j'ai vécu comme étudiant il y a des millions d'années. Et l'une des premières choses que j'ai vues dans un palais spectaculaire du XVe siècle était une immense bannière disant « Cette communauté rejette la guerre » avec les couleurs du drapeau italien. Et tout le monde comprend cela. Nous ne faisons pas partie des guerres de Bruxelles, des guerres éternelles contre la Russie, et nous ne faisons pas non plus partie des guerres de l'OTAN. Et cela, on le voit dans la capitale de la Renaissance, dans l'un des lieux les plus cultivés et artistiques de la planète, de tous les temps. Donc, ils peuvent le faire. Mais c'est très difficile. Et c'était formidable d'interagir avec tous les publics. Chacune de nos conférences affichait complet. Et il y avait des questions vraiment pertinentes. Pendant que j'essayais de leur parler, d'expliquer la Russie et la Chine, ils mêlaient toujours dans leurs questions cela, ce qu'ils ne lisent jamais dans les médias grand public italiens, à leurs propres informations sur la manière dont l'Italie a été détruite par cette combinaison, l'Union européenne et l'OTAN. Donc, je dirais qu'il y a des raisons de penser que le destin de l'Europe n'est pas une destruction totale, comme cela semble être le cas en ce moment. Il existe une possibilité pour l'avenir, et cette possibilité devra venir d'ici. Veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » pour nous aider à toucher davantage de personnes. Et Pepe, laisse-moi évoquer ce que Donald Trump a dit à propos de sa dernière conversation avec les dirigeants européens. Voici ce qu'il a dit, Pepe. Les dirigeants européens ont été identifiés aujourd'hui, je crois, monsieur. Pouvez-vous nous en parler? Et y a-t-il un nouveau plan de paix révisé que l'Ukraine a présenté? Les dirigeants de la France, de l'Allemagne et du Royaume-Uni, d'excellents dirigeants, de très bons amis à moi, et nous avons discuté de l'Ukraine en des termes assez fermes. Nous verrons ce qu'il en est. Je veux dire, nous attendons des réponses avant d'aller plus loin. Pepe, compte tenu de la stratégie de sécurité nationale des États-Unis, où l'Ukraine n'est plus une priorité pour les États-Unis, comment voyez-vous ce type de confrontation entre les États-Unis et les Européens en Ukraine? Eh bien, Nima et vous tous, si vous n'êtes pas en Europe, vous n'avez aucune idée du nombre de crises cardiaques en série qui se produisent depuis une dizaine de jours sur tout l'axe bruxellois et dans les principales capitales, Londres, Paris, Rome aussi, ici tout près. Et bien sûr, à cause de la doctrine, appelons-la la doctrine Trump. Même si, et je l'ai déjà mentionné dans ma chronique qui paraîtra probablement plus tard, après notre entretien sur Sputnik International à Moscou, j'ai posé la question et nous en avons discuté, car j'avais été trop explicite. Ils m'ont dit, « Écoute, tu ne peux pas dire ça, parce qu'ils vont s'en prendre à nous, et pas qu'un peu. » En gros, je disais que Trump n'était pas capable d'écrire cette doctrine. Et il ne l'est pas, parce qu'il n'est pas un stratège et qu'il ne lit rien. Il ne pourrait donc jamais concevoir un document conceptuel comme la stratégie de sécurité nationale. Alors, qui l'a écrit? Personne ne le sait. De toute évidence, le secrétaire des guerres éternelles, Hegseth, n'est pas capable d'écrire quelque chose comme ça. Sans parler de Marco Gusano Rubio, qui peut à peine situer le Myanmar sur une carte, ou la Chine d'ailleurs. Donc quelqu'un l'a écrit, et nous ne savons pas qui, ce qui est déjà un gros problème. Deuxième point, encore plus intéressant, l'humiliation totale de l'Europe. L'Europe a été reléguée, même pas à la table des mendiants, adjacente à la grande table des grands. L'Europe est comme une pensée secondaire ou une gêne pour la doctrine Trump.
La seule chose que Trump et son entourage attendent de l'Europe, c'est porter votre budget de défense à 5% de votre budget global, acheter toutes nos armes et payer en euros. Et en gros, taisez-vous. Et si vous voulez continuer vos guerres éternelles, c'est votre problème, pas le nôtre. Pepe, désolé de t'interrompre. Voici ton article, si je ne me trompe pas. Fantastique. Il est déjà publié sur Sputnik. Merci Nima. Fantastique. Et vous tous dans le public, s'il vous plaît, lisez cette chronique. Elle va droit au but, sans aucune retenue. C'est très percutant. J'y fais une analyse concise des points principaux. Un changement de stratégie en théorie. Nous ne savons pas s'ils vont réussir à le mettre en œuvre. C'est ce qu'ils disent vouloir faire. Et n'oubliez pas, l'Empire du Chaos est un spécialiste dans l'art de construire et de modifier les récits. Nous ne savons donc pas si ce nouveau récit, déguisé en doctrine de sécurité nationale, sera réellement appliqué. Si c'est le cas, attendez-vous à de grands, très grands changements. Et le point numéro 1, sans aucun doute, c'est le rôle d'ultra-méga sous-vassal, désormais réservé à l'Union européenne. Et, bien sûr, à tous les partenaires européens de l'OTAN, qui ne seront jugés qu'à l'aune de leur contribution financière à l'Alliance. Et c'est à peu près tout. Monetary contribution to NATO, and that's about it. The other very, very important point is, of course, L'autre point très important est bien sûr ce que j'appellerais la normalisation théorique entre Washington et Moscou. Nous ne le savons pas encore. C'est ce qu'ils disent vouloir faire. Ils ne parlent pas en détail de la normalisation en termes de sphère d'influence, ni de la conclusion d'un pacte d'indivisibilité de la sécurité entre Washington et Moscou. Ce que les Russes tentaient de faire valoir auprès des précédentes administrations américaines en décembre 2021. Il n'y a pas eu de réponse, et 2 mois plus tard est venue l'opération militaire spéciale. Ainsi, normaliser théoriquement les relations entre les États-Unis et la Russie signifie la possibilité d'importants investissements de l'oligarchie américaine, en réalité dans des affaires avec l'oligarchie russe. Et c'est très important, car les 2 oligarchies veulent à nouveau faire des affaires ensemble. Et c'est là un des principaux moteurs derrière Trump, ou derrière celui qui a rédigé la doctrine stratégique. Mais, intégré, même dans le langage, dans la terminologie, on trouve quelques indices montrant que ce n'est qu'une partie de la stratégie. L'autre partie consiste à utiliser, je dirais, des carottes pour inciter l'oligarchie russe à commencer à s'aligner sur les intérêts ou les valeurs américaines, disons-le ainsi. Et cela, à court, moyen ou long terme, provoquerait une scission au sein des oligarchies russes et irait à l'encontre du Kremlin. Évidemment, il ne le formule pas en ces termes, mais c'est ainsi qu'il faut le comprendre. Et bien sûr, lorsqu'il parle de sécurité, cette terminologie contient déjà l'idée qu'ils peuvent recourir au cyber ou au terrorisme secret pour pousser les minorités de l'espace post-soviétique, voire à l'intérieur même de la Russie, à se retourner contre celle-ci. Traduction, des prédicateurs en ligne prêchent aux Tadjiks, déjà expatriés en Russie ou prévoyant d'y aller. Et la Russie prend cela très au sérieux. Ils savent qu'il existe des cellules salafistes, wahhabites, dites en ligne, des cellules tadjiques opérant à l'intérieur et à l'extérieur de la Russie. Et c'est une très grande source d'inquiétude. Et pas seulement les Tadjiks, ça pourrait être des Géorgiens, des Azerbaïdjanais, des Kazakhs. Les Russes doivent donc être très prudents, car les tentatives de déstabiliser la Russie, même sous forme de guerre hybride, vont se poursuivre, même avec cette soi-disant normalisation. Et le troisième point, c'est l'Amérique latine, Nima, ou wow. La situation est dramatique pour ce que les Américains appellent l'hémisphère occidental, c'est-à-dire, en termes concrets, l'Amérique latine. Ils veulent récupérer leur arrière-cour, et il ne s'agit pas seulement du Venezuela. C'est le Venezuela, c'est la Colombie. It's Venezuela, it's Colombia. Colombia was threatened by Trump a few hours ago.
La Colombie a été menacée par Trump il y a quelques heures. C'est le Venezuela, c'est la Colombie, c'est le Mexique et c'est le Brésil, la nation la plus importante d'Amérique latine, qui se trouve être membre des BRICS. Ainsi, la stratégie globale de l'administration Trump, qui est une guerre hybride contre les BRICS, ne change pas beaucoup, même avec cette soi-disant normalisation avec la Russie. Parce que la Chine, tout ce qui figure dans la nouvelle, stratégique. Désolé, j'avais l'italien en tête. Désolé, Nima. Tout ce qui est dans la stratégie de sécurité nationale pointe vers la Chine, vise à contenir la Chine. Et surtout, probablement le point le plus important de toute la stratégie. C'est une tentative, pas très sophistiquée, mais assez évidente si l'on lit les petits caractères, de provoquer une rupture entre la Russie et la Chine, ce qui est impossible. Pourquoi? Pourquoi chercher à provoquer cette rupture? Premièrement, parce que Trump, disons par instinct, puisqu'il n'est pas un stratège, qu'il ne lit pas et qu'il ne pense pas en termes conceptuels, son instinct a peut-être voulu lui faire comprendre qu'il ne pouvait pas mener une guerre simultanément sur deux fronts contre le partenariat stratégique russo-chinois. Une guerre militaire en Ukraine, déjà perdue d'ailleurs, et une guerre tarifaire, commerciale, technologique contre la Chine, que la Chine a tout pour gagner, même à court terme. Alors, quel est le plan B? Attaquer les nœuds considérés comme plus faibles. C'est là qu'intervient le Sud global. Et c'est là que l'Amérique latine, l'hémisphère occidental, la doctrine Monroe 2.0, entre en jeu. Sécuriser notre arrière-cour, soutirer beaucoup d'argent aux vassaux européens et subordonner la sécurité en Asie occidentale, l'ancien Moyen-Orient, à ce couple toxique que forment Israël et les pétromonarchies du Golfe. Ainsi, dans le cas d'Israël, il s'agirait de faire appliquer les accords d'Abraham. Et dans le cas des pétromonarchies du Golfe, elles feraient appliquer la lutte contre le terrorisme en Asie occidentale. L'idée de confier la lutte antiterroriste à l'Égypte, à la Jordanie et aux pétromonarchies du Golfe, Doha et Abu Dhabi, est en soi une plaisanterie, mais soit. Mais c'est cela, la géopolitique aujourd'hui, n'est-ce pas? Voilà donc les points principaux. Et pour revenir à l'essentiel, si l'on ne peut pas mener une guerre frontale contre la Russie et la Chine, quelle est la meilleure option suivante? Revenons à l'Empire romain, diviser pour régner. Essayer de séparer la Russie de la Chine, de contenir la Chine et de tenter d'isoler la Russie par d'autres moyens. Et bien sûr, très important, tenter de faire exploser les BRICS de l'intérieur. Et ces dernières heures, nous en avons eu la confirmation directe, Nima. Les États-Unis veulent dissoudre le G7 et créer quelque chose appelé le Core 5 ou C5. Le C5 serait, selon l'administration Trump, composé des États-Unis, de la Russie, de la Chine, de l'Inde et du Japon. Qu'est-ce que c'est? Faire exploser les BRICS de l'intérieur, tout simplement. Ils aimeraient créer un mécanisme, un C5, qui serait plus important que les BRICS, même s'il inclut 3 membres des BRICS. Ainsi, pendant que vous créez le C5, et que les États-Unis et le Japon se tiennent côte à côte pour contenir la Chine, vous essayez d'isoler la Russie de la Chine. Et vous tentez, bien sûr, de provoquer des divisions entre la Russie et l'Inde, ainsi qu'entre l'Inde et la Chine. Comme vous pouvez tous le constater, ce n'est pas une stratégie très intelligente, mais c'est tout ce que les Américains ont pour le moment, tout ce que l'administration Trump a pour le moment. Et il est assez clair ce qu'il prévoit de faire. C'est une succession de tactiques de division et de domination. Une fois encore, la guerre hybride contre les BRICS se poursuit, mais cette fois à un autre niveau. Très bien, nous allons les diviser de l'intérieur, et nous allons essayer d'en pousser un à s'opposer à l'autre. Très dangereux, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils poignardent simplement les Ukrainiens dans le dos. Aucun pays européen n'en fait partie. Exactement.
But they will continue, Nima, because, Mais ils vont continuer, Nima, parce que nous en parlons depuis des lustres. Il n'y a pas de plan B. Quand je suis arrivé en Italie il y a environ 10 jours, la grande nouvelle partout venait de l'amiral Dragone. Il est, je crois, le numéro 2 de l'OTAN, qui a déclaré qu'il commençait à envisager la possibilité d'une attaque préventive contre la Russie. Tout le monde en parlait. Pas les médias grand public en Italie, bien sûr, mais tous les milieux progressistes, les gens informés, les universitaires, les grands chercheurs. Et maintenant, ces idiots, même en Italie, veulent nous plonger dans une guerre totale. C'est complètement fou, tu sais. Alors quand les Américains regardent ça, ils s'en moquent. Et c'est, je dirais, si c'était une fable, la morale à la fin serait « Nous nous fichons de ce que font les Européens ». We don't care what you Europeans do. We already moved on. And the national security... Nous sommes déjà passés à autre chose. Et la stratégie de sécurité nationale le prouve. Ils sont déjà passés à autre chose, car leurs priorités sont l'hémisphère occidental, l'Amérique latine et l'Indo-Pacifique, qui n'existe pas. C'est l'Asie-Pacifique. Autrement dit, c'est simplement une abréviation pour contenir la Chine. Voilà les priorités. Et bien sûr, normaliser les relations avec la Russie, mais seulement jusqu'à un certain point. C'est tout. L'Europe. Qu'est-ce que l'Europe? Ils s'en moquent. Pour revenir au début de notre conversation, si l'Europe veut changer son destin, cela devra passer par un mouvement populaire, probablement venu d'Italie, car l'Italie possède toute l'histoire politique, culturelle, géoéconomique et géopolitique, accumulée sur 2000 ans pour y parvenir. C'est l'endroit le plus civilisé de l'Occident. Aucune concurrence. It is the most civilized place in the West. No competition. And it's very interesting how informed people... Et il est très intéressant de voir à quel point les personnes informées en Italie apprécient les mérites de la Russie. Elles ne pratiquent pas la russophobie, car elles savent que c'est inutile. Les universitaires, par exemple, tous les grands chercheurs en Italie ont étudié la Russie. Avant l'opération militaire spéciale, ils entretenaient de très bonnes relations commerciales et ils continueront à le faire. De nombreuses entreprises italiennes n'ont pas abandonné le marché russe. Voilà donc la différence entre l'Italie et les autres puissances européennes. Et voici une observation fondamentale pour comprendre l'Europe. Les Italiens bien informés vous expliqueront en détail que, pour la France et l'Angleterre, il leur est tout simplement impossible d'admettre ou de coexister avec une Italie très forte. C'est ainsi depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cela n'a pas changé et cela ne changera jamais. Sous Bruxelles, c'est encore pire. Alors, les Italiens bien informés savent très bien le pouvoir qu'ils ont et à quel point les autres puissances européennes craignent la puissance italienne. Rien d'étonnant à cela. J'aimerais l'avoir avec moi maintenant, Nima. Mais quand je suis arrivé à Venise, il y a presque 2 semaines, des amis m'ont accueilli à l'aéroport et m'ont offert une casquette rouge sur laquelle était écrit « Rendre sa grandeur à l'Empire romain ». C'est donc ma devise maintenant. Ouais, rendre sa grandeur à l'Empire romain, bordel. On a tout. On a César, on a Caligula, on a tout. Bon, c'était une blague, bien sûr. Mais eux, ils ont Léonard de Vinci. Je suis allé dans ma librairie préférée à Florence et j'y ai acheté une première édition très rare, publiée chez Einaudi, une collection d'écrits d'humanistes italiens. Tout cela, tu sais, Pétrarque, Marcille Ficin, jusqu'à Léonard de Vinci et Machiavel. Quand tu vois tout cela réuni dans un seul livre, un gros volume comme celui-là, je me suis dit, waouh, ces types ont tout fait. Ils ont tout pensé. Ils étaient en avance sur tout le monde. Évidemment, on ne peut pas les réduire au statut d'une humble colonie de l'OTAN, tu vois. Alors tu te révoltes quand tu vois ça, quand tu vois ce passé glorieux, cette pensée et ce savoir surtout, tu sais. Il est impossible de faire une tournée comme celle-ci, par exemple en Allemagne, en Grande-Bretagne ou même en France, Nima. Impossible. Impossible. Il n'y a pas assez de liberté d'expression pour permettre quelque chose comme ça. Donc c'est un honneur d'être ici et c'est un honneur d'apprendre d'eux.
So it's an honor to be here, and it's an honor to learn from them. And it's an honor to learn from, Et c'est un honneur d'apprendre de la grande civilisation qu'est l'ensemble de l'Occident. Évidemment, l'administration Trump regarde l'Europe et ne voit pas ces détails. Elle ne voit qu'un bloc amorphe, centré à Bruxelles. Leur stupidité, même en tenant compte des degrés insensés de stupidité américaine, surtout dans les grands médias et au Congrès, Bruxelles les dépasse tous, haut la main. Et ils continuent de répéter la même chose, Nima, même après la stratégie de sécurité nationale. Ils se plaignent que Trump les a abandonnés, que désormais l'Amérique est une autocratie, qu'il est un empereur sanguinaire et que nos valeurs démocratiques tombent en ruine. Et ils ne comprennent toujours pas pourquoi. Ils l'ont bien cherché. Tu sais ce qui m'étonne? C'est à quel point l'Union européenne est contre son propre peuple. Absolument. Ils sont opposés aux citoyens européens, en particulier aux citoyens des États-nations. Bruxelles est contre l'Italien moyen, vous savez, celui qui va à l'épicerie et achète ses produits absolument remarquables chaque jour. Voilà. Contre les gens qui vivent dans de petits villages, avec une agriculture autosuffisante, ce genre de choses. C'est une construction artificielle absolument ratée qui est en train d'imploser au ralenti. Mais il faudra encore longtemps avant qu'elle ne s'effondre complètement. Il y a beaucoup de discussions sur des sorties de type Brexit de l'Union européenne, ce qui pourrait arriver, je dirais, dans 4 ou 5 ans, certainement. Mais le problème le plus important, du point de vue de la vie quotidienne, c'est que cette implosion s'accompagne de plus d'impôts partout, d'une disparition croissante des services publics et d'une concentration accrue des richesses. Par exemple, le 1% en Europe. Ils vivent avec une richesse inimaginable comparée à celle de l'ensemble du Sud global en réalité. Quand on conduit, c'est incroyable. Nous avons traversé le Chianti et la Val d'Orcia en route vers Montalcino, qui est bien sûr le Saint Graal du vin. J'y vais à chaque fois que je viens en Italie. Et mes amis me disaient, « Tu vois toutes ces villas spectaculaires à 5 ou 6 millions d'euros? Elles n'appartiennent plus à des Italiens. Elles appartiennent à des Anglo-Américains, surtout des Britanniques et des Américains, des gens qui travaillent dans les marchés financiers, les fonds d'investissement, les fonds spéculatifs. » C'était fascinant. Nous déjeunions magnifiquement à Montalcino, en buvant le meilleur Brunello, et j'écoutais la conversation à la table voisine. Devine ce qui se passait? Un Américain achetant une villa à une Italienne. Je crois qu'ils ont conclu l'affaire à la fin du repas. Elle était désespérée de vendre parce qu'elle était fauchée. La seule chose qui restait pour elle et sa famille, c'était la villa. Et puis vous savez, on voit cet Américain, il avait l'air négligé. Il ne ressemblait même pas à un banquier d'investissement new-yorkais. Il avait l'air négligé, mais il avait l'argent. Alors il pouvait acheter une villa dont il ne comprendrait jamais la signification. Probablement une villa du XIIIe ou du XIVe siècle avec son propre vignoble et tout le reste, mais il avait l'argent pour l'acheter. Horrible. Horrible, horrible. Eh bien, c'est parallèle. Tout est interconnecté, parce que l'Union européenne est aussi une énorme machine à blanchir. C'est tellement tragique, Pepe. C'est tragique. C'est tragique. Oui, oui. Parce que quand on parle du G5, et que l'Europe n'en fait pas partie, et avec cet échec en Ukraine, tu sais, je ne sais pas s'ils mettent tous leurs œufs dans le même panier, le panier américain. Ils ne voient aucune alternative pour leur avenir. C'est ça le problème. Je ne sais pas combien de temps encore ils pourront continuer avec ce genre de concept. Jusqu'à ce qu'ils implosent. Nima. Ils continueront jusqu'à un peu complètement. Et ce sera une implosion parallèle et de lent.
Ils ont créé ce type d'état d'esprit, l'idée qu'il faut des concurrents pour qu'un marché soit viable. Mais lorsqu'il s'agit de politique, de gouvernance, ils vont dans la direction opposée. Tout est idéologique. Ils poursuivent cette logique selon laquelle il n'existe pas d'alternative. Je ne sais pas. À mon avis, le meilleur partenaire pour les Européens serait la Russie. Personne, comme la Russie, ne peut être un véritable ami de l'Europe. Mais ils ne le voient pas ainsi. Ils considèrent que les États-Unis appartiennent à cette région. Ils se tournent vers la Chine. Dans ce nouveau document, on voit que les États-Unis se concentrent sur la Chine et sur son ascension. Il n'y a pas de place pour les Européens dans la stratégie américaine et aucune volonté chez les Européens de le comprendre. Suivant un scénario conçu par ce que nous appelons, c'est un terme très imparfait, les élites mondialistes. Sans aucun doute. Ces mondialistes atlantistes, dans le sens d'un seul monde, d'un seul gouvernement, d'une seule machine de répression, ne se soucient pas des identités individuelles à travers l'Europe. Ils ne s'intéressent qu'à la machine qui va mettre en œuvre ce gouvernement mondial à travers l'Occident. En fait, dans tout l'Occident. C'est pourquoi il n'y a jamais eu de plan B. Et si l'on va plus loin, sur un plan philosophique, métaphysique, ontologique, stratégique, la Russie est le seul véritable obstacle à la propagation de cette supercherie mondialiste. La Russie est une société cohésive, conservatrice dans ses valeurs, qui valorise la famille traditionnelle, n'est pas woke du tout, et ne le sera jamais. C'est orthodoxe chrétien, ce qui est déjà une anathème comparée à l'Église catholique romaine. Elle croit en la religion, est profondément religieuse. Tout cela va à l'encontre de l'agenda mondialiste. Ils doivent donc détruire la Russie pour mettre en œuvre cet agenda. Et maintenant qu'ils voient que c'est impossible, pas étonnant qu'ils soient dans un état de panique totale, au-delà même de la panique. Vous savez, c'est comme quand le Titanic était déjà au fond. Il n'y a plus nulle part où aller. Il n'y a jamais eu de plan B. Et ils continuent de répéter les mêmes stupidités de la méduse toxique, qui en réalité devrait figurer dans une peinture de Botticelli. Un néo-Botticelli repeindrait Pallas et la Tour du Soleil. Elle devrait être la Tour du Soleil, vous voyez? Et Minerve aurait sa lance prête à l'écraser. Et bien sûr, cette stupidité indescriptible, la folle estonienne responsable de la politique étrangère de l'UMEWAR. The crazy Estonian responsible for the EU's foreign policy. How to qualify that woman? It's impossible. Comment peut-on même qualifier cette femme? C'est impossible. Le stupidéomètre a explosé à cause d'elle. Et bien sûr, il y a des gens à Bruxelles qui disent « Ah, cette femme, elle est ridicule », mais il n'y a aucun moyen de l'expulser. Ces gens sont ultra protégés. Même Pfizer-Gate von der Leyen ne peut pas être expulsée, car elle est protégée de manière blindée. Et c'est la porte tournante. Ces gens terminent leur mandat et sont reconstitués dans une autre institution avec le même type de pouvoir. Stoltenberg, tous ces gens. Eh bien, pour revenir à ce que nous disions au début, il faudra des générations pour changer cela. Espérons pas plus d'une ou deux, mais peut-être que nous y parviendrons. Et cela dépend des populations des États-nations individuels en Europe. La Hongrie donne peut-être l'exemple. Hungary may be setting an example. Slovakia may be following it. Maybe Austria on and off. La Slovaquie pourrait suivre le mouvement. Peut-être l'Autriche, par intermittence. Mais l'Italie, c'est compliqué, Nima, parce que l'Italie est une néocolonie de l'OTAN, totalement contrôlée par les Américains et les mondialistes. Donc cela va être très difficile. Et les cinquièmes colonnes en Italie sont extrêmement puissantes, et elles continueront de l'être. De Carlo De Benedetti, qui a orchestré la destruction d'Olivetti, à Mario Draghi, qui, soit dit en passant, possède aussi une gigantesque villa en Toscane, comme tous les autres, tu sais. En fait, en Ombrie, les gens là-bas me parlaient de tous les riches Italiens qui... L'Ombrie, c'est une sorte de mini-Toscane, tu vois, moins fréquentée, moins d'étrangers, une qualité de vie merveilleuse.
way of life. The food is outstanding. The climate is outstanding. La nourriture est exceptionnelle. Le climat est exceptionnel. C'est donc le refuge parfait pour ces gens. Et ils peuvent acheter une villa pour une fraction du prix de celle dans Toscane, vous savez. Ces gens ne partiront donc pas. La famille Agnelli Elkann, qui possède entre autres la Stampa et The Economist, ils détiennent d'énormes parts dans The Economist. Donc quand vous lisez The Economist, vous ne lisez pas exactement la City de Londres. Vous lisez une bande de gangsters du nord de l'Italie, regroupés autour de la figure d'Agnelli, qui était un gangster et au final très très chanceux. Le véritable grand entrepreneur du nord de l'Italie, c'est l'histoire d'Olivetti. Adriano Olivetti surtout, le fils. Camillo Olivetti fut le fondateur d'Olivetti en 1908. Et Adriano fut celui qui transforma Olivetti en une entreprise mondiale et humaniste. C'était incroyable, parce que j'ai parlé à un ingénieur de haut niveau, l'un des responsables des avancées électroniques d'Olivetti dans les années 1970 et 1980. Et la personne qui nous a fait visiter les lieux était une ancienne cadre dirigeante d'Olivetti. Ils parlent encore de l'entreprise, comme si c'était leur famille, même aujourd'hui à la retraite. C'est extraordinaire. Et quand ils vous donnent les détails sur la façon dont les architectes ont conçu les bâtiments industriels, comment ils ont construit le réfectoire, où l'on entre et où il y a des chefs-d'œuvre d'art moderne partout, comment ils ont conçu un hôpital et un service de santé, comment ils ont construit des crèches. Vous imaginez? Ils ont construit une crèche au milieu d'un immense parc, avec des pavillons japonais, afin que les enfants des ouvriers puissent aller dans une crèche intégrée de manière organique au paysage. Quelle entreprise, de nos jours, fait cela à grande échelle? C'est la définition même de l'humanisme industriel, qui a complètement disparu. Et bien sûr, il a été initié ici, en Italie. Pepe, après la réunion au Royaume-Uni entre les Européens et Zelensky, le chancelier allemand, Scholz, a déclaré que l'Allemagne allait envoyer 52 milliards d'Ukraine vous aider. 52 milliards qu'ils n'ont pas, n'est-ce pas, Nima? Vous savez, en regardant l'économie allemande aujourd'hui, et je suis ingénieur, Pepe, j'examine les chiffres. Je vois ce qui se passe avec l'économie allemande et à quel point l'énergie russe était importante et cruciale pour elle. Je dirais que le meilleur ami du peuple allemand sur cette planète, c'est la Russie, car elle a soutenu le type d'économie dont les Allemands ont profité pendant si longtemps. Et maintenant, ils redoublent d'efforts en Ukraine. Comment voyez-vous le changement de pouvoir? Il me semble que la partie orientale de l'Europe, si l'on considère la Slovaquie et la Hongrie, comprend mieux ce qui se passe dans l'ensemble de la situation en Europe et dans le conflit avec la Russie. Pensez-vous que le pouvoir en Europe se déplace d'une certaine manière, de l'ouest vers l'est, ou qu'autre chose est en train de se produire en Europe? Je n'en suis pas sûr. Quelle est votre compréhension de cela? Eh bien, c'est bon. Il y a deux vecteurs. Disons qu'il y a un vecteur de type Brexit, ce serait la Hongrie, la Slovaquie et quelques autres. Mais il y a aussi un vecteur qui cherche à transférer le pouvoir au sein de l'UMR, surtout vers un noyau centré sur la Pologne. C'est une histoire très compliquée, car ils ont un complexe d'infériorité, un immense complexe d'infériorité, et en même temps, de l'arrogance. Ils croient encore vivre dans leur propre empire du XVIIe siècle. Et puis, il y a les Chihuahuas baltes. Le plan initial pour le nouveau OTAN, avant l'opération militaire spéciale, et même en supposant qu'ils puissent détruire l'économie russe en 6 mois, ce qui était leur plan initial, était que le nouveau OTAN serait essentiellement guidé par l'axe Londres-Varsovie, les Chihuahuas baltes, Kiev.
So obviously this plan completely collapsed. Donc évidemment, ce plan s'est complètement effondré. Ils essayent d'intégrer la Roumanie à ce groupe. En même temps, nous avons le groupe anti-Bruxelles qui pourrait devenir beaucoup plus fort. Et nous assistons à la désintégration des 3 membres les plus importants, l'Allemagne, la France et l'Italie. L'Italie, encore une fois, dépendra des Italiens eux-mêmes, des Italiens progressistes, pour se ressaisir. C'est un pari risqué. La France, en tant que pays, est totalement brisée. Le petit roi, son taux de popularité réel est même inférieur à 10%. Il est probablement autour de 5%, si tant est qu'il atteigne 5%. Tout le monde déteste ce type, mais on ne peut pas s'en débarrasser, car une procédure de destitution en France est totalement impossible. Le système la bloque. Et les impôts montent en flèche. Les gens sont désespérés parce qu'ils ne peuvent plus payer leurs factures. Même les hommes et les femmes de la classe moyenne française ne peuvent plus payer leurs factures. Tout le monde sait que les choses ont complètement dérapé avec le petit roi. Et en Allemagne, avec ce chancelier BlackRock, encore une fois, son taux de popularité est le pire de tous les chanceliers de mémoire récente. Dès sa première année. Ainsi, la désintégration des 3 grands de l'Europe est évidente pour tout le monde. Et en même temps, il y a ce sentiment d'impuissance. On ne peut rien y faire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune articulation politique venant de la base. Quelque chose doit commencer, et cela doit mobiliser les jeunes. En Italie, il y a déjà de bons signes. Les jeunes se mobilisent, surtout contre le génocide à Gaza, contre les guerres de l'OTAN. C'est déjà un début. En France et en Allemagne, oubliez ça. Les Allemands sont trop passifs pour initier quoi que ce soit d'un tant soit peu révolutionnaire. Voilà le problème. Cela annonce un processus lent, douloureux et toxique de désintégration des institutions, de l'UOR et de l'OTAN, en parallèle, impliquant nombre des acteurs clés de chacune d'elles. Mais l'essentiel serait de tenter de discréditer complètement le système bruxellois. Et c'est quelque chose qui approche, car lorsque nous aurons une victoire russe définitive en Ukraine, lorsque tout le monde devra s'asseoir à la table pour écouter et accepter les exigences russes, nous atteindrons ce point tôt ou tard. Alors, la défaite de l'Occident collectif sera flagrante, totale, évidente, limpide, peu importe la manière de le dire. Et cela marquera le début de la fin, cette dissolution et fragmentation, l'effondrement à la fois de l'UPOMM et de l'OTAN. Donc la clé, si nous devions fixer un calendrier et une date clé, Nima, ce serait le jour où la Russie dira à l'Occident collectif « C'est fini, nous avons gagné la guerre, et voici nos conditions. Il n'y a pas d'autre issue. Il n'y a pas d'autre issue. » Merci, Pep. Merci beaucoup. Un grand plaisir, comme toujours. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Grazie a tutti. Grazie. Ici en Natostan, à la frontière, enfin près de la Slovénie, près de l'Autriche, et ma prochaine étape, c'est un retour à l'Empire romain. Je pars pour Rome demain. L'Empire romain encore une fois. Je suis toujours en Natostan et j'écrirai encore sur le Natostan. J'ai déjà publié une chronique et probablement une autre demain sur la vie en Natostan et sur la façon dont l'Italie a tout ce qu'il faut pour bouleverser au moins certaines choses en Occident. Merci à tous. Santé. Thanks everybody. Cheers. Cheers. Santé.